Découvrez votre programme sur Public Sénat avec le Bon Coin Emploi Cadre. Bienvenue dans le magazine de l'emploi. Une demi-heure pour répondre à toutes les questions très concrètes que vous vous posez en matière d'emploi, mais aussi de formation ou de reconversion. Il a commencé par la comptabilité. Aujourd'hui, Thomas est agent immobilier et il en est ravi. Il a su tirer parti de la perte de son travail pour se reconvertir. Il nous expliquera son parcours. Avec le digital, les métiers se réinventent. Gaëtan est directeur artistique dans une agence de communication spécialisée. Entre nouvelles technologies et création artistique, nous allons passer une journée avec lui. Comment prouver sa motivation et son enthousiasme pour l'entreprise dans laquelle on postule sans avoir l'air de failloter? La réponse, c'est Arthur Perticos qui nous la donne. La sacoche pour l'emploi, c'est un coup de pouce pour aider les jeunes entre 16 et 35 ans et c'est une initiative vraiment solidaire. Des expériences partagées, des conseils, mais aussi des outils pour décoder le monde du travail. C'est le magazine de l'emploi et c'est tout de suite. Et nous allons nous rendre pour commencer dans la région d'Orléans, une ville d'art et d'histoire qui bénéficie de la proximité d'une belle forêt et du voisinage de la Sologne. Sur le papier déjà, on a envie d'aller voir de plus près. Et nous avions une raison supplémentaire, faire le point sur l'emploi. Alors on y va. Une cathédrale magnifique, la cathédrale Sainte-Croix, un fleuve royal, la Loire. Plus de doute, nous sommes bien à Orléans. C'est là. On a oublié quelque chose? Ah oui, Jeanne d'Arc. Elle est là, et puis là, et puis là, et puis elle est là aussi. De cette charmante ville, on vous a ramené une petite carte postale. Mais pour la carte postale de l'emploi, nous avons toqué à la porte de la Directe. Notre expert a d'ailleurs une façon bien à lui de nous présenter sa région. J'ai l'habitude de dire que du fait de notre proximité de Paris, on a l'avantage de la banlieue parisienne sans en avoir les inconvénients. Située à moins de 2 heures de la capitale, la ville dispose d'autres spécificités. Tout d'abord, le secteur industriel qui est beaucoup plus présent en région que dans la moyenne nationale. On a 3 ou 4 points de plus de salariés qui travaillent dans l'industrie par rapport à la moyenne nationale. Une autre caractéristique, c'est la logistique. C'est dû au réseau de transports qui sont autour d'Orléans et d'une manière générale sur la région Centre-Val de Loire. On l'a compris, la localisation joue un rôle important sur l'activité économique. Côté chômage, la région Centre-Val de Loire se positionne légèrement en dessous de la moyenne nationale à 8,4% contre 8,7%. Néanmoins, certaines entreprises peinent à recruter. Les secteurs que l'on dit en tension, il y a tout d'abord les secteurs classiques dans toute la France, l'hôtellerie, restauration, les services à la personne. Mais dans la région, on a aussi des spécificités, notamment du fait de notre caractéristique industrielle. Et les entreprises de production se plaignent de difficultés pour recruter des techniciens de maintenance, des conducteurs de lignes de production, des chaudronniers, des soudeurs. Des entreprises qui anticipent leur recrutement par le biais de formations, nous sommes allés les voir. C'est à l'ouest d'Orléans que nous avons rendez-vous, à Saint-Denis-de-l'Hôtel et dans la laiterie du même nom. Alors on est loin du décor bucolique avec des vaches, une laiterie au profil un peu particulier. C'est une entreprise familiale qui est ancrée sur son territoire et c'est une entreprise qui produit d'une part des liquides alimentaires et d'autre part des salades. C'est une entreprise qui emploie aujourd'hui 2000 personnes, donc 2000 familles que nous avons en charge, qui croient dans notre projet. Et c'est une entreprise qui réalise 800 millions d'euros de chiffre d'affaires, à peu près 700 dans le milieu des liquides et 100 millions dans le milieu des salades. Et aujourd'hui, le problème numéro 1 de la laiterie, c'est l'emploi. Nous avons les pires difficultés aujourd'hui à trouver du personnel, à trouver en nombre de personnes, et puis de l'autre côté, à trouver aussi les compétences. Donc les compétences, c'est bien sûr tout le lien qu'on va créer avec les écoles, qu'on va créer avec d'autres entreprises. Pour éviter de se retrouver à court de profil, l'entreprise a mis l'accent sur la formation.
On est ce qu'on appelle une entreprise apprenante. On a à peu près 10% de nos effectifs en apprentis stagiaires, ce qui nous permet en permanence d'amener un certain nombre de nouvelles compétences, de jeunes dans le circuit. Et l'entreprise a de forts besoins. Nous avons à peu près une quarantaine de postes à pourvoir dans tous les domaines, des domaines d'encadrement, des domaines d'encadrement indirect, des domaines d'encadrement de terrain, mais également des pilotes de production, également de la maintenance. Et c'est une vraie difficulté aujourd'hui. On poursuit notre chemin en bord de Loire à la rencontre des entreprises qui recrutent. Un autre secteur emblématique du territoire rencontre des difficultés, celui des transports et de la logistique. Nous intervenons dans le secteur du vrac Ben TP, Ben céréalière et transport de déchets. Nous sommes 35 et nous avons en plus une activité location d'engins avec conducteur. L'entreprise a le plus grand mal à recruter de nouveaux talents. À l'heure actuelle, j'ai eu 3 départs en retraite entre la fin 2017 et début 2018. Et j'ai 3 retraités qui sont revenus depuis 15 jours, qui veulent retravailler, parce qu'on n'a pas le potentiel en jeunes à faire travailler. Pour pallier ces difficultés de recrutement, l'entreprise trouve des solutions et s'entoure d'acteurs locaux. On paye des formations à l'heure actuelle, on organise des formations avec des gens comme l'AFT, l'AFTRAL. On travaille aussi beaucoup avec Pôle emploi sur du recrutement, sur des financements de permis de conduire. La recherche est beaucoup plus ciblée à l'heure actuelle sur des conducteurs que sur le reste des services. Et notre gros problème, c'est vraiment le conducteur, le chauffeur routier, où il y a une réelle pénurie de postes. On récapitule, l'entreprise embauche des chauffeurs poids lourds. Des postes qui peuvent vous intéresser, que vous soyez dans la région ou pas. Si ces offres d'emploi vous intéressent, vous pouvez retrouver les contacts des entreprises sur la page de l'émission via le site publicsénat.fr. C'est la dernière épreuve avant d'être embauché, mais cela ne veut pas dire pour autant que c'est gagné. On vous explique tout ce que veut vraiment dire la période d'essai dans CQFD. CQFD, ce qu'il faut décoder. Le CDD ou le CDI est prêt à être signé, mais votre contrat de travail indique une période d'essai. Allons bon, mais qu'est-ce que ça veut dire? Cette période d'essai est une phase préalable à l'embauche définitive en CDD ou CDI. Sa durée peut aller de quelques jours à 4 mois. Elle est légalement définie en fonction de la durée du CDD ou de votre statut, ouvrier, cadre, employé, pour un CDI. Pendant cette période d'essai, le recruteur cherche à confirmer que vous correspondez au poste et à l'entreprise et vous vous assurez qu'il convienne aussi. Si l'employeur a besoin de plus de temps pour vous évaluer, il peut renouveler la période d'essai, mais seulement si cette prolongation possible est prévue dès le début. La période d'essai n'est pas obligatoire, mais quand elle existe, elle doit figurer dans le contrat de travail ou la lettre d'engagement, tout comme son éventuelle prolongation et les modalités de rupture. Parce que si tout le monde est content, l'embauche se confirme automatiquement, mais si ça ne matche pas, il y a un préavis. Vous pouvez rompre le contrat en prévenant 24 heures à l'avance l'employeur, 48 si vous avez tenu plus d'une semaine. Si c'est l'employeur qui renonce à vous engager et qu'il prévient au tout dernier moment, il est en faute. Et il vous doit alors l'équivalent des jours de préavis légalement prévus mais non respectés, en plus de votre salaire. Un peu stressant la période d'essai? C'est la dernière étape du recrutement, alors soyez positif. Si vous êtes là, c'est que l'entreprise pense que vous êtes bon et que vous allez réussir. C'est QFD. À 28 ans seulement, Thomas a déjà eu des expériences professionnelles variées. Après une formation de comptable, il a choisi de se reconvertir quand il a été confronté à une restructuration dans son entreprise. Aujourd'hui, c'est un agent immobilier heureux qui vient nous raconter sa reconversion. Bonjour Thomas. Bonjour. Alors, au vu de votre parcours, vous avez l'air d'être quelqu'un de curieux. Votre première expérience professionnelle, ça s'est passé clairement dans la comptabilité. C'est ça, j'étais en alternance en comptabilité dans une petite société. Et vous avez exercé d'autres tâches, je crois. Vous n'avez pas fait que de la compta. Comme c'était une petite société, effectivement, j'étais amené à faire un peu plus que ce que je faisais effectivement naturellement. Donc j'étais orienté sur la gestion de manière générale, je faisais surtout de la comptabilité et un petit peu de commercial avec l'attaché commercial déjà en place. Et pourquoi votre contrat s'est arrêté? Il y a une restructuration dans la société qui a fait qu'effectivement le nouveau responsable a dû se séparer des derniers arrivés et du coup effectivement j'ai dû partir.
la première chose que vous avez fait, c'est de partir en voyage, c'est ça? Tout à fait. Et pourquoi? Parce que j'avais besoin effectivement de me recentrer sur moi-même, puisqu'effectivement j'ai vu beaucoup de nouvelles mentalités, j'ai rencontré beaucoup de nouvelles personnes. Vous êtes allé où? Je suis allé en Australie, à l'étranger, oui. Pendant combien de temps? Pendant un an. Et qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez travaillé là-bas? J'ai travaillé dans des restaurants principalement, qui m'a permis effectivement de rencontrer beaucoup de personnes et de pouvoir apprendre de ces personnes. Et c'est là où je me suis rendu compte que l'échange avec ces gens était vraiment très important pour moi et qui m'a orienté vers l'immobilier. Est-ce que vous conseilleriez à quelqu'un qui vient de perdre son emploi, comme ça a été votre cas, de prendre le recul, de partir à l'étranger, de tester d'autres choses? Ou est-ce que c'est quelque chose qui correspondait vraiment à un besoin Alors ça m'a correspondu à moi, ça va peut-être pas correspondre au tout venant. Maintenant effectivement le but c'est vraiment de savoir ce qu'on veut et de jamais rien lâcher. Et c'est la qualité que doit avoir un agent immobilier, ça va être effectivement de ne rien lâcher et de savoir toujours se donner à fond pour ses clients vendeurs et acquéreurs. Alors qu'est-ce qui vous plaît le plus dans ce métier d'agent immobilier? C'est la relation avec le client. C'est ça. Ah ouais, vraiment, c'est ce que j'adore, c'est pouvoir les conseiller, et plus particulièrement chez Nesten, dans le réseau dans lequel je travaille, effectivement, c'est vraiment un point d'or qu'on met à pouvoir mettre en avant ça, à pouvoir conseiller le client, l'accompagner, du début du contact jusqu'à vraiment la dernière signature chez le notaire, et c'est ce qui me tient le plus à cœur en tout cas. Nous, quand on voit les agents immobiliers, en général, c'est pour faire des visites, mais ça ne se résume pas qu'à ça, on est d'accord? Non, on ne fait pas que ça. Alors comment s'articulent un peu vos journées? Racontez-nous. Alors, on fait énormément de choses dans l'immobilier. On fait de la prospection, c'est-à-dire qu'on va avoir des acquéreurs qui vont rechercher des biens, donc on est amené à chercher des biens pour eux. Comme on peut aussi conseiller des vendeurs pour la mise en vente de leurs biens, on est là pour expertiser leurs biens aussi. Et puis, toute la partie juridique, on s'occupe de tout, c'est-à-dire qu'on va rédiger les compromis de vente, rédiger les mandats de vente, s'occuper du suivi financier d'un client, la communication avec les notaires, la communication avec les différents prestataires, donc diagnostiqueurs, etc. Donc le métier est assez complet. Est-ce que vous diriez qu'il vous reste comme ça des expériences passées qui vous servent aujourd'hui? Ce que j'ai vécu effectivement dans la petite société, qui était une mentalité assez familiale, me tient à cœur encore, puisqu'effectivement j'ai eu beaucoup de valeurs qui m'ont été inculquées. Par exemple et qui sont l'esprit de famille, le lien qu'on va pouvoir créer avec les clients, qui va être différent dans des grosses sociétés où effectivement on va plus chercher du volume à faire. Moi j'ai vraiment à cœur, comme tous les conseillers de mon réseau, hein, et mon but c'est vraiment de pouvoir accompagner le client et le conseiller au maximum. On va refaire le film. Vous avez commencé sans vraiment de compétences, on est d'accord? C'est tout à fait ça, ouais. Alors comment ça s'est passé? Comment vous avez réussi à convaincre un employeur, sachant que vous n'y connaissiez rien? En étant exactement comme le client attend qu'un agent immobilier soit, c'est-à-dire en étant naturel, en étant simple. En ayant du bagou quand même. Et en ayant du bagou forcément, mais en étant simple, en étant empathique et en montrant effectivement que j'avais la niaque. Tout simplement. Et c'est comme ça qu'on apprend pour devenir agent immobilier sur le tas? Alors pas forcément. Aujourd'hui, beaucoup de réseaux, comme notamment le réseau Nesten, ont une école de formation qui prodigue effectivement beaucoup de formations techniques, juridiques et commerciales, de manière à pouvoir effectivement se performer et devenir performant. Et on gagne mieux sa vie en étant agent immobilier? Forcément, oui. En disant qu'aujourd'hui, j'ai doublé mon salaire par rapport au salaire que j'avais effectivement en étant attaché commercial dans la société d'éclairage dans laquelle je travaillais, qui fait qu'effectivement aujourd'hui, j'ai vraiment doublé mon salaire. Vous avez quoi, un fixe ou vous avez une commission? Alors en général, un petit peu. on va avoir effectivement un fixe avec un intérêt sur commission. D'autres agences ont des avances sur commission, c'est-à-dire qu'ils vont avoir un fixe qui va devoir être remboursé lorsqu'on va générer du chiffre d'affaires aux premières ventes en fin de compte. Où est-ce que vous vous voyez dans 5, 10 ans? J'aimerais bien être responsable d'agence. D'avoir votre agence? D'avoir mon agence, de prodiguer effectivement tout ça à des nouveaux négociateurs pour qu'ils puissent prodiguer ça à leur suite, à leurs clients. Merci beaucoup. Merci d'être venu jusqu'à nous. Merci beaucoup. Peut-être que vous aussi, vous avez décidé de vous reconvertir. Vous avez peut-être même déjà ciblé vos employeurs potentiels. Il s'agit désormais de rédiger votre lettre de motivation. Pour mettre toutes les chances de votre côté, soyez très attentifs aux conseils de notre expert, Arthur Perticos. Pour convaincre un recruteur, il faut savoir parler de soi. Mais il faut aussi savoir parler de lui, enfin, de son entreprise. Le recrutement, c'est une histoire de rencontre et donc de séduction. Mais attention, votre futur boss n'a pas besoin de votre affection, mais de votre motivation et de votre sérieux, que vous allez lui prouver en parlant de son entreprise. Pour cela, menez l'enquête, disséquez le site web. Que fait-elle exactement? Qui sont ses clients?
Quelles sont ses spécificités? Zoomez sur les activités qui peuvent vous concerner, vous serez plus concret. Regardez les vidéos des dirigeants ou encore suivez l'actualité de la boîte sur les réseaux sociaux. Et faites très attention en date. Faire référence à une info périmée devant un employeur, c'est comme dire à un dirigeant d'Apple que l'iPhone 8, c'est vraiment la pointe de la technologie. Ça fait mauvais genre. L'idéal, c'est de rencontrer une personne qui travaille dans l'entreprise à un poste proche de celui que vous visez. Elle en parlera de manière plus subtile. Si quelqu'un peut vous recommander, c'est parfait. Sinon, les réseaux professionnels en ligne sont là pour ça. N'hésitez pas à demander. Au pire, on a un refus, et au mieux, on capte des infos super importantes. 2 petites choses encore. Utilisez vos infos pour poser des questions sur le job. C'est une bonne façon de démontrer votre intérêt. Enfin, si intérêt il y a, car votre enquête va aussi vous permettre de vérifier que vous êtes vraiment fait l'un pour l'autre. Et voilà le travail. Pour tous ceux qui cherchent encore leur voie ou simplement ceux qui sont curieux de découvrir d'autres métiers, le magazine de l'emploi part chaque semaine à la rencontre de passionnés. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec Gaëtan. Il est directeur artistique dans une agence de communication digitale. En quoi ça consiste? Nous allons le découvrir tout de suite. Aujourd'hui, je suis directeur artistique, donc je m'occupe essentiellement de l'image des sites internet. Je suis là pour mettre en place une cohérence graphique spécifique au web. J'ai intégré l'agence en tant que graphiste, du coup en CDI, et j'ai gravi les échelons ensuite au sein de l'agence jusqu'à devenir directeur artistique. J'ai su très tôt que je voulais m'orienter vers un métier du graphisme. Donc dès le collège, j'ai utilisé mes vacances scolaires pour faire des stages en agence, pour voir un peu comment ça se passe dans le milieu, confirmer que c'est bien ce que je veux faire. Et ça m'a permis du coup directement après le collège d'intégrer une section art appliqué. Et je me suis ensuite spécialisé dans le graphisme après mon bac, donc en BTS design graphique, suite auquel j'ai intégré une licence en web design. C'est une formation qui permet d'explorer en fait, toutes les facettes du métier de web designer, que ce soit le graphisme, l'ergonomie, mais aussi les métiers plus techniques comme l'intégration de sites web. Mais ouais, on va mettre un petit encart quoi. Ou le faire apparaître à différents endroits de l'application. Ouais, ils veulent mettre le parrainage en avant. Ouais, mais après, je vais mettre un petit bloc sur l'écran d'accueil. Et ça, on peut le reprendre dans les différentes pages après, que je le colle, genre, après le listing. Sur un projet standard, je vais intervenir sur plusieurs parties du projet. Ça va commencer dès la prise de brief. Les chefs de projet ou les commerciaux vont venir me voir avec un brief client défini, à la suite duquel je vais mettre en place une architecture pour leur nouveau produit. Ce que je vais faire, c'est que je vais leur mettre en place un principe graphique de mise en avant de plusieurs propositions pour gagner. Et après, eux, ils claquent leur texte dedans. Okay. C'est un truc qui décline, quoi. Ouais, ça me paraît bien. Ouais, je pense qu'il faut que tu fasses un système comme ça, c'est plus simple. Ça va être la mise en place des éléments les uns par rapport aux autres. Qu'est-ce qu'on va faire remonter sur la page d'accueil? C'est un processus durant lequel le graphisme n'intervient pas du tout. Ça va être juste des blocs gris, des blocs images ou des blocs boutons. Et on va travailler le cheminement entre chaque page de ce site. Mais le client, il n'est pas toujours conscient de ce travail-là. C'est à nous de venir le conseiller sur la hiérarchie des informations. Il a tendance à tout vouloir mettre au même plan. On va venir le temporiser. La deuxième phase où j'interviens, c'est la phase de graphisme. Donc c'est la phase dans laquelle je suis spécialisé. Et c'est à ce moment-là qu'on va définir la charte du site, qu'on va venir habiller le squelette qu'on a mis en place lors de la phase d'architecture. On va mettre en place les couleurs du site, un langage de pictogrammes qui va permettre à l'internaute de comprendre et de naviguer dans le site. Dans la phase graphique, c'est important de prendre en compte la cible et la visée du site. Un site qui sera mis en place par le gouvernement ou par l'État, ce ne sera pas forcément le même graphisme et la même ergonomie à mettre en place que pour un site, pour un groupe de musique ou pour un artiste. Sur le projet, on a un système de messagerie. Tu vas parler à une personne dans le cadre d'un troc. Et en gros, ce qu'on aimerait mettre en place, c'est mettre un système de négociation intégré en fait, dans la conversation. Du coup, en gros, tu vas lui dire, voilà, tu vends des pots de confiture, enfin, tu donnes des pots de confiture, moi je suis intéressé, comment on fait quoi? Tu vois par exemple que tu as un petit outil qui dit, genre moi je propose 8 noisettes, genre ça envoie, et après la personne elle a un plus ou un moins en dessous pour négocier, ou alors un OK à côté, tu vois. Et du coup je maquette le truc
on soumet au client et genre, vous, de votre côté, vous pouvez faire une petite pige sur ça, sur les bottes, quoi. Ouais. Ok, merci. Quand je réfléchis au graphisme, j'ai déjà en tête la façon dont ça va être construit derrière en programmation. Je sais qu'il y a des choses qui ne sont pas faisables ou difficilement faisables pour un certain budget, par exemple. Ça fait partie du processus créatif, ce ping-pong qu'on a avec les acteurs de la technique. Ça nous arrive de parler le même langage, il y a des moments où c'est assez compliqué, mais on se comprend toujours. On peut passer par une phase de crayonnage pour expliquer certains procédés. On peut montrer des exemples en ligne pour des animations, par exemple. Le travail de création, c'est quelque chose qui est, je pense, plus un mode de vie qu'un vrai travail qui commencerait à 9h le matin, qui finirait à 18h le soir. C'est quelque chose qui est nourri constamment dans la vie de tous les jours. Je peux me promener dans la rue et voir un travail de transparence dans un bâtiment, par exemple, que je vais trouver intéressant, que je vais pouvoir réutiliser. Je pense que mon œil et mon cerveau scannent en permanence mon environnement. Ça peut être des tout petits détails, ça peut être des choses beaucoup plus conséquentes. Il y a une recherche de l'esthétisme dans tous les domaines de la vie, je pense. Que ce soit dans la décoration de mon appartement, dans mon style vestimentaire, dans la cuisine que je fais, dans le travail créatif qu'on fait dans sa tête. Il y a peut-être 10 ou 15% des idées qu'on va mettre en pratique, mais toutes les autres idées qui vont aller très loin, ça va venir forger en fait, les petits procédés qu'on va mettre en place. J'ai des sites web qui se déroulent, j'ai des pages qui sont animées dans ma tête, mais qui au final resteront bien au chaud dans ma tête. Pour le moment. Il y a une pression parce que c'est un travail qui, mine de rien, est visuel en fait, et du coup, tout le monde est juge de mon travail et c'est compliqué. On peut ne pas forcément avoir d'idée, être bridé par un timing, par un budget. C'est quelque chose qui peut être assez frustrant. Il y a une concurrence évidente d'une agence à une autre qui est plus une concurrence d'un point de vue commercial, mais je pense que d'un point de vue créatif, il n'y a pas de concurrence. Chacun se nourrit du travail créatif des autres et c'est une espèce de communauté dans laquelle on se retrouve tous, et dans laquelle on échange, dans laquelle on partage. Et c'est ce qui fait grandir en fait, et ce qui fait avancer le métier de graphiste web ou de directeur artistique. C'est une chance énorme de pouvoir faire ça comme métier, quoi. C'est génial. Je ne pourrais pas changer de métier pour quelque chose d'autre. Il faut avoir un esprit vif, un œil ouvert en permanence et l'envie de faire des choses un peu folles. C'est ce que j'essaye de faire. Direction la Seine-et-Marne pour notre rubrique solidaire avec la sacoche pour l'emploi. L'association veut donner aux 16-35 ans des armes pour entrer ou se réinsérer dans la vie active. Elle offre, comme son nom l'indique, une sacoche avec le matériel essentiel pour chercher du travail. Stylo, agenda, bloc-notes ou encore clé USB, mais aussi et surtout un parcours de formation. Le parcours réussite, quant à lui, est une formation de courte durée qui a pour objectif d'apporter des compétences rapidement exploitables sur le marché du travail. Cette formation se divise en deux temps, donc un premier temps, cohésion de groupe, et un second temps où l'on rentre plus dans le concret. À l'issue de ces 2 semaines, les participants effectuent une conduite de projet ou partent en stage pour mettre en pratique les éléments qu'ils ont pu aborder pendant les 2 semaines de théorie. Allier la théorie à la pratique, Johan en a bien compris l'utilité. La sacoche pour l'emploi l'a aidé à compléter son parcours. J'ai décidé de suivre la formation de community manager proposée par la sacoche pour l'emploi. Ce qui m'a plu dans cette formation, c'est cet apprentissage où on nous apprend, on nous fournit les outils nécessaires pour devenir professionnel et donc un stage qui est proposé pendant 2 semaines dans l'entreprise. Ce que je suis actuellement en train de faire, donc je suis community manager pour un restaurant et je prends beaucoup de plaisir à le faire car j'ai pu mettre en pratique tout ce que j'ai appris durant cette formation. Le coup de pouce de l'association peut s'avérer très efficace. D'autres jeunes ont trouvé une aide grâce à cette sacoche pleine de ressources. Les résultats des interventions de la sacoche pour l'emploi, ce sont 50% des participants aux différentes sessions qui sont soit retournés à l'emploi, soit ont repris le chemin des études ou de la formation, ou soit ont utilisé les compétences acquises pendant les formations
mais c'est surtout 100% d'entre eux qui ont, en sortant des sessions de la sacoche pour l'emploi, regagné confiance en eux. Si vous souhaitez contacter la Sacoche pour l'emploi ou si vous êtes une association et que vous souhaitez présenter votre initiative, toutes les infos sont évidemment à retrouver sur la page de l'émission sur le site publicsena.fr. L'agenda, ce sont les événements, rendez-vous utiles et des bons plans sélectionnés dans toute la France par le magazine de l'emploi. C'est le moment de prendre un papier, un crayon ou de noter dans votre smartphone. À vos chronos pour le 48 heures emploi formation. Un biathlon organisé à l'Homme le 24 et 25 janvier. 24 heures pour rencontrer des entreprises qui recrutent, suivi de 24 heures pour se recentrer sur son projet professionnel et recueillir des conseils pour définir votre parcours formation. Le top départ commence dès maintenant puisque vous pouvez vous inscrire en ligne pour obtenir des coupe-fils et rendre votre profil visible pour les recruteurs. Vous vivez près de la frontière franco-allemande, vous êtes en recherche d'emploi ou étudiant? Le salon Formation Emploi Alsace se tient du 25 au 26 janvier à Colmar. Cet événement a une spécificité, en plus de la possibilité de participer à des ateliers de conseil, de découvrir des nouveaux métiers et de postuler à des emplois, il fait une large place aux entreprises allemandes qui recrutent. Pour vous y rendre, un service de transport vert est mis en place. Tous les détails sont en ligne sur le site du salon. L'été, c'est demain. Mais si... Pour encadrer des colonies de vacances ou des centres aérés, vous avez besoin du BAFA et il faut donc s'y prendre à l'avance. L'application incontournable pour faire vos démarches afin de passer ce brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur, c'est BAFA BAFD. Elle permet de s'inscrire à une formation, de suivre son cursus, de trouver des qualifications complémentaires et procéder au renouvellement de son diplôme. Alors, il est sympa le mono ? Le magazine de l'emploi, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve très vite avec des conseils pratiques, des infos utiles et de nouvelles expériences motivantes. À bientôt.